Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Le dialogue sur Europe 1, 39 21 avec vous comme chaque midi. Voici les sujets du jour. Les 70 ans de l'ENA. Faut-il réformer, voire supprimer cette école tant décriée? Vous êtes vous-même énarque, appelez-nous 39 21. Vous êtes radin ou tout simplement économe? Appelez-nous. Le manifeste du radin décomplexé est lancé à partir d'aujourd'hui. Mais d'abord Jean-Michel, dyslexie, dysphasie, dyspraxie, journée de sensibilisation aujourd'hui à ces maladies qui commencent donc par 10. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes à Neuville-sur-Saône dans le Rhône. Tout à fait. Bienvenue sur Europe 1. Et vous êtes maman d'un ado de 15 ans atteint de deux de ces troubles, je crois. Tout à fait. Donc Maxime est un adolescent qui a 15 ans et qui est atteint de dyspraxie, de dyslexie et également de troubles de l'attention. D'accord. Et vous avez repéré ces troubles chez lui assez tard? Tout à fait. Ces troubles ont été diagnostiqués que l'an dernier, donc en fin 2014, début 2015. Donc effectivement, il a eu une scolarité assez atypique, voilà, avec beaucoup de difficultés. Mais alors comme c'est un enfant qui finalement a toujours été autour de la moyenne, c'est-à-dire 10, 11, 12 de moyenne, et qui n'était donc pas en échec scolaire, c'est vrai que nous on ne s'est jamais posé la question, par méconnaissance également de ces troubles. Et des enseignants non plus dans sa scolarité, il a eu. Et les enseignants. Il a été face à divers enseignants. Voilà, les enseignants, comme beaucoup d'enfants atteints de ces troubles, s'entendaient dire à longueur de temps, mais tu ne travailles pas, tu es feignant. Se repose sur ses acquis. Donc c'est sûr que pour nous parents c'était compliqué, puisqu'effectivement, comme Maxime avait 10-12 de moyenne, on se disait effectivement c'est parce qu'il ne travaille pas. Donc on s'acharnait aussi quand il faisait ses devoirs, ne serait-ce que sur les tables de multiplication par exemple, où il nous est arrivé de lui faire copier 10 fois, puisqu'on avait le sentiment qu'effectivement il n'apprenait pas ces tables de multiplication. Et pour lui, c'était seulement impossible de les apprendre. Et c'était une souffrance pour lui, parce que finalement, ce qui vous a permis de vous rendre compte de ce qui se passait, c'est son attitude, c'est ça? C'est son attitude, tout à fait. Donc c'est vrai que Maxime, du coup, avait perdu toute confiance en lui. Jusqu'à l'année dernière, en début d'année scolaire, donc au mois de septembre, où Maxime est arrivé à avoir envie de mettre fin à ses jours. Il nous disait, je suis bon à rien, je ne sers plus à rien. Je vais me jeter par la fenêtre parce que finalement, je n'arriverai à rien dans la vie. Et là, du coup? Et là, nous parents, l'affolement total. Et c'est vrai que voilà, toujours pareil, à voir que Maxime avait du mal dans ses devoirs. Et on a eu la chance de rencontrer une maman qui avait des enfants, qui avait donc ces troubles, et qui m'a dit, écoute, de la manière dont tu me décris ton fils, je vois mes enfants. Et qui m'a incité donc à faire passer à Maxime un bilan auprès d'une neuropsychologue. Et c'est ce qui a fait ressortir les troubles. Et Maxime a totalement changé de comportement dès qu'on a diagnostiqué ces troubles. C'est-à-dire qu'il s'est dit, je ne suis pas nul, mais j'ai des difficultés. Voilà. Et maintenant, tout va bien, dans le sens où Maxime a retrouvé confiance en lui. Mais on revient de très loin. Écoutez, c'est une histoire touchante et on sent votre émotion quand vous en parlez, évidemment, Tout à fait. qui montre que cette journée de sensibilisation est très utile. Restez avec nous, Christine. Oui. Bonjour, Mélanie Gomez. Bonjour. Vous êtes spécialiste des problèmes de santé à la rédaction d'Europe 1. C'est très difficile de diagnostiquer, de se rendre compte de ce que vit son enfant. C'est assez terrible de constater ça. Oui, parce que souvent, on dit ces enfants, ce sont des feignants, ils ne travaillent pas bien à l'école. Parfois, il y a des redoublements qui passent comme ça et on ne sait pas pourquoi. Là, dépister à 15 ans, effectivement, c'est tard. Vraiment, l'idéal, c'est de dépister beaucoup plus tôt que ça. Parce que des fois, les premiers signes, on les voit dès la maternelle, dès le CP. C'est aux alentours du CP, du CE1, que ce soit là. Alors, il y a la dyslexie, la dyspraxie, sont deux troubles différents. Parfois, on a plusieurs associés. Dyslexie, c'est plutôt des troubles, alors des inversions, des syllabes, des lettres, mais des mathématiques aussi. Là, elle parlait des chiffres. Ça peut être aussi des inversions sur les chiffres. Donc, on peut avoir des difficultés pour faire des simples additions. Et la dyspraxie, c'est plutôt un trouble de la planification ou alors de faire un trouble pour faire des gestes simples. Par exemple, c'est des enfants qui ont des difficultés
pour faire leur lacet tout petit ou se moucher, enfin des choses assez simples mais qui pour eux sont difficiles, prennent du temps et c'est des signes qui doivent alerter. Et les enseignants, il ne s'agit pas de les culpabiliser, mais ils sont sensibilisés quand même à ces de plus en plus évidemment, phénomènes-là. mais il faudrait encore Sensibiliser davantage faire encore. des efforts effectivement pour ensuite transmettre aux médecins scolaires, etc. Bon, merci Christine de nous avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Préciser qu'effectivement, il y a un manque de communication sur ces troubles, puisque moi, avant d'avoir pu faire la connaissance de cette maman, pour moi, la dyslexie, cela se limitait à une inversion de lettres, confondre le B avec le D. Je ne savais pas qu'effectivement, il pouvait y avoir beaucoup d'autres causes. Et je crois que qu'il y a vraiment un travail à faire sur la communication de ces troubles et de se dire finalement mon enfant n'est peut-être pas nul, Oui, bien mais sûr. tout simplement une différence. Oui, vous avez Voilà. raison Christine, et c'est pour ça que cette journée, encore une fois, est importante. Oui, Mélanie. Tout à fait. Justement pour préciser, ne sont pas nuls très souvent d'ailleurs. Donc ce sont des enfants qui ont un quotient intellectuel tout à fait normal, voire même souvent au-dessus de la moyenne. Donc vraiment, il n'y a aucune raison de dire qu'ils sont nuls, feignants ou pas doués à l'école. Au contraire, ils ont un quotient intellectuel normal, voire plus que la moyenne. Merci Christine d'avoir livré votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Juliette. Bonjour, Vous nous appelez de Fontaine-Saint-Martin dans le Rhône. absolument. 3 de vos enfants sont frappés par ces troubles. Absolument. Mes 3 enfants ont ces troubles, donc Dyspraxie, principalement dyslexie. dyspraxie, certains dyslexies, troubles de l'attention et précocité. Donc on est vraiment là dans la galaxie des 10, ce que l'on appelle la galaxie des 10, avec des intensités plus ou moins importantes chez chacun. Et comment vous vous êtes aperçu? Vous êtes aperçu tôt, tard de ces troubles? Chez Alors, le premier, dans j'imagine. Dans Oui. notre malheur, on a cette chance que notre premier était gravement atteint. Donc, dès ses 3 ans, on a été alerté par ma sœur qui est enseignante en maternelle et qui nous a dit mais c'est quand même bizarre, il court de façon désarticulée. Et comme disait le professionnel de santé, la dyspraxie, c'est un manque de coordination, de planification et d'automatisation du geste. Effectivement, quand on court, on doit faire tout ça à la fois, et quand un enfant qui souffre de dyspraxie à un degré élevé en souffre, il court comme un pantin, parce que rien n'est coordonné, planifié, automatisé. Et du coup, les 2 autres enfants, vous avez repéré plutôt les troubles chez eux. Alors, les 2 autres enfants, on n'aurait jamais pu repérer ces troubles, ou on aurait été comme Christine, à les repérer sur le tard, Oui. parce qu'ils sont plus faiblement atteints. Mais grâce à l'aîné, on a pu les regarder, être attentifs. Et dès le CE1, les 3 ont pu bénéficier d'adaptation à l'école, d'une bienveillance, d'un regard bienveillance, et essayer d'éviter le plus possible ces noms d'oiseaux. Tu ne fais pas attention, tu es maladroit, tu es cochon, voilà. Donc, même si ça reste compliqué, le fait d'avoir pu les diagnostiquer tous les 3 très tôt nous avait évité bien des douleurs. Restez avec nous, Juliette. Mélanie, Merci. 3 enfants dans une même Voilà. famille, c'est Finalement assez étonnant. courant parce qu'on se Assez rend courant. compte de plus en plus qu'il y a probablement des causes génétiques héréditaires, en tout cas des familles comme ça de dyslexiques. Alors, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, ça reste encore assez flou, les origines. On connaît quelques origines neurologiques aujourd'hui, mais sur le plan génétique, on sait souvent que quand il y a un papa dyslexique, il y a des chances pour que les enfants soient dyslexiques parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est plutôt masculin. Il y a 2 tiers de garçons pour un tiers de filles. Donc, c'est pas très étonnant finalement. Vous avez, Juliette, essayé de regarder cette question sur l'hérédité Absolument, pour dans la éviter de transmission de reporter ces la troubles. faute. Oui, absolument, pour éviter de reporter la faute sur l'autre en disant c'est pas toi, c'est moi, ou c'est toi et c'est pas moi. On a été tous les 2, on a passé un test neuropsychologique pour voir où étaient nos difficultés. Et comme je dis, moi je suis née 2 fois, une fois grâce à mes parents, et puis une deuxième fois grâce à ce test qui a expliqué bien les difficultés que j'ai pu rencontrer dans mon enfance, qui n'étaient pas aussi élevées que mes enfants, qui m'ont permis de suivre une scolarité sans adaptation, sans compensation. Mais néanmoins, à mes 40 ans, je me suis dit, mais finalement, c'est pas parce que je ne veux pas que je ne peux, que je ne fais pas les choses, c'est parce que je ne peux pas que je ne les fais pas. À vos 40 ans, c'est terrible d'entendre ça, que l'explication de certains de vos comportements soit venue aussi tard dans la vie, c'est assez incroyable.
Et oui, on a plutôt tendance à stigmatiser. Dès que quelqu'un est en difficulté, on a plutôt tendance à lui dire c'est parce que tu le fais exprès. Oui, bien sûr. Mais non. Aujourd'hui, le regard de la société doit changer. Hein. Doit changer. Et Et c'est pour ça qu'il y a cette journée nationale des 10 qui permet de sortir de l'indifférence, toutes ces différences. Alors j'ai un discours assez militant du fait que mes enfants soient concernés par ces troubles, et aussi que j'ai trouvé cette main tendue au sein des associations, les associations 10 qui sont précieuses pour nous tous, les parents, et aussi pour les professionnels. Mais on comprend effectivement votre discours militant. Maxime ? Oui, un message sur Twitter avec le hashtag E1midi, message de Brigitte qui nous dit: le système éducatif français n'est pas du tout adapté pour les 10 et c'est un vrai parcours du combattant pour les parents. Merci Juliette d'avoir témoigné sur Europe 1 et merci à tous ceux qui ont appelé à propos de cette journée nationale des 10 et qui, je l'espère, sensibilisera à ces problèmes-là que peut-être beaucoup rencontrent sans savoir les nommer. Nous poursuivons notre dialogue dans un instant. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe 1. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et dans un instant avec vous au 39-21, nous allons fêter un anniversaire, les 70 ans de l'ENA. Faut-il supprimer carrément cette école tant décriée? Vous êtes énarque. Oui, vous êtes énarque, appelez-nous si vous voulez défendre ou pas cette école 39-21. Mais d'abord, les radins ou les économes. On en parle avec vous en ce jour de lancement du manifeste du radin décomplexé, lancé donc ce manifeste par le site lesradins.com. Bonjour Leïla. Bonjour. Vous êtes à Achères dans les Yvelines, vous êtes radine? Oui, tout à fait. Ah, carrément. Radine ou Maline, je ne sais pas ce que vous préférez. Ah, je préfère Maline que radine, mais... Alors, ça va de pair, je pense. D'accord, c'est-à-dire que vous dépensez avec beaucoup de précaution votre argent? Oui, avec vous évitez de le dépenser. C'est-à-dire que je compare. J'adore dépenser. Et donc, j'adore pouvoir m'acheter plus de choses. Et c'est en économisant que ça me permet de combler tous mes désirs. Et donc, vous comparez. Vous voyez où c'est le moins cher. Alors, exactement. Quand vous dites « j'adore dépenser », déjà, c'est pas le profil du radin, ça. Hein. Non, j'adore avoir j'adore acquérir, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que j'adore multiplier mes achats. Plutôt que d'acheter un billet d'avion à 1 000 €, je vais en acheter 2. Et, alors vous avez l'impression vraiment d'acheter beaucoup de choses en comparant tout. Vous avez vraiment l'impression d'avoir une marge de manœuvre plus grande que si vous dépensiez un peu selon un coup de cœur. Oui. J'ai l'impression en tout cas de pouvoir augmenter mon pouvoir d'achat en faisant ça, en effet. Et vous passez beaucoup de temps à comparer? Ah oui, je passe beaucoup de temps à comparer. Quand je vais acheter un billet d'avion, je me prépare, on va dire, 1 mois avant la date finale d'achat. C'est pareil pour, je sais pas, bon, je suis une fille, vous connaissez peut-être pas ça, vous, mais alors, voilà, l'épilation au laser... ça, l'épilation laser, je connais pas. Non. Mais moi, j'ai subi une épilation naturelle, pour ce qui me concerne. Mais j'allais vous dire justement que je n'étais pas une fille, que j'étais un homme, mais vous passez devant une vitrine, vous voyez une robe, elle vous plaît, vous l'achetez. Vous n'allez pas comparer. Je la demanderai pour mon anniversaire, peut-être. Ah oui, alors vous êtes vraiment très maline, en fait. Très, très maline. Maxime. Non, juste une question. Est-ce que vous êtes organisé, j'allais dire entre guillemets, militairement? Est-ce que vous notez tout? Est-ce que vous avez des cahiers dans lesquels vous notez les promotions, etc.? Non, faut peut-être pas pousser, on va peut-être pas aller jusque là. Mais on réfléchit à son achat, c'est important c'est vraiment pouvoir acquérir plus de choses que ce que je pourrais en n'y réfléchissant pas. C'est vraiment ça l'objectif. Donc on a bien compris votre démarche. Merci Leïla d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Vous êtes plus maligne que radine, hein. Ça me paraît évident. Et on va voir ce qu'il en est de Stanley. Bonjour Stanley. Oui, bonjour. Alors vous nous appelez du Val d'Oise, de Brice-sous-Forêt. Tout à fait. Vous êtes radin, vous? Je suis pas radin, je suis économe. En fait, j'essaie de faire attention, j'essaie de trouver des bons plans pour essayer d'économiser au maximum, et comme Leïla, pour essayer de faire plus de choses, quoi. On économise sur quoi? La nourriture, les vêtements Non, la nourriture, je suis pas très regardant sur la nourriture, c'est plus sur tout ce qui est habillement et tout ce qui est, on va dire, équipement de la maison et de la personne. Voiture, vous regardez tout, quoi? Je regarde quasiment tout. Et aujourd'hui, j'ai découvert un site internet qui a ouvert là il y a 2 jours. Ça s'appelle boursedesavoirs.com. Et en fait, on y trouve tout. En fait, c'est le bonheur, un site. C'est une plateforme en fait qui met à disposition à disposition des particuliers en fait la possibilité de vendre leur avoir, et en face on a des acheteurs comme moi qui guettent les bons plans, parce qu'en fait il y a des remises
qui vont de 10 à moins de 70%. Donc, par exemple, hier, j'avais besoin d'aller acheter quelque chose chez Maison du Monde. J'ai tapé dans le moteur de recherche Maison du Monde, j'ai trouvé un avoir Maison du Monde. Je l'ai payé moins 30%. Vous bossez pas pour le site internet par hasard? Non, pas du tout. Alors, est-ce que vous pouvez redire le nom? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui l'ont pas compris, comme ça on va faire de l'information complète. Allez-y. C'est www.bourse-du-6d-desavoirs.com. Voilà, d'accord. Bon, Au pluriel. Très bien. Alors, vous repassez la bande pour ceux qui n'ont pas bien noté. Hein. Vous voyez comment vous faites. Bourse-desavoirs.com. Bon, et donc ça, c'est pour quelqu'un comme vous qui fait attention à tout, c'est le bonheur, ça. C'est le bonheur, ouais. Dès que vous savez que vous allez acheter quelque chose, vous allez sur le site, vous recherchez ce que vous avez besoin dans l'enseigne que vous avez besoin, et ça vous permet de faire des économies tout au long de l'année. Il n'y a plus besoin d'attendre les soldes. Ça veut dire que vous partagez vos bons plans, vous n'êtes pas jaloux de vos bons plans? Non, moi je partage les bons plans, il n'y a pas de souci. Bon, vous êtes... Je vais sur les forums, je partage. Économe et partageur. J'ai récupéré aussi des bons plans. D'accord. Très bien, merci. Donc j'ai pris une note de Laïla qui, quand elle a besoin de quelque chose en vitrine, elle fait un clin d'œil à ses amis pour son anniversaire. Donc j'en prends note. Oui, je fais la même chose pour le prochain anniversaire. Oui, enfin, vous savez, ça marche assez facilement, me semble-t-il, dans le sens fille-garçon que garçon-fille. Hein. Voilà. Mais essayez, puis à l'occasion, rappelez le 3921. Merci Stanley d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci, au revoir. 13h34, la suite de vos témoignages sur Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute, plus que d'un appel. Que faire de l'ENA? Faut-il supprimer cette école prestigieuse d'un trait de plume? Bonjour Roy. Bonjour monsieur. Vous êtes actuellement élève de l'ENA, c'est ça? Oui, je suis élève de la promotion de Churchill dont la scolarité va s'achever dans quelques semaines et donc je prendrai mon premier poste dans la fonction publique au mois de janvier. Bon, vous avez conscience que beaucoup de parents ont envie que leurs enfants fassent l'ENA et que beaucoup de citoyens détestent l'ENA? Oui. Bon, alors ça c'est pas... Vous vivez comment le fait d'être énarque? Quand vous dites à vos copains de votre âge, je fais l'ENA, je suis à l'ENA, je suis énarque, ils réagissent comment? Quand on réussit le concours, évidemment, on est fier de soi parce qu'on a beaucoup travaillé pendant 1 ou 2 années, on a fait des sacrifices personnels importants. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a réussi le concours que du jour au lendemain, on devient plus malin que les autres. Et j'espère que ça ne change rien. Mais vous êtes quand même heureux d'avoir fait cette école. Si elle a mauvaise presse auprès de l'opinion publique, ça vous est égal, vous? Je suis heureux d'avoir fait cette école. Non pas, j'ai pas passé ce concours pour faire cette école. J'ai passé ce concours parce que les emplois auxquels je veux accéder sont des emplois accessibles à la sortie de l'ENA. Si vous voulez, l'ENA n'est pas une fin en soi. C'est une école qui permet d'accéder à des postes d'encadrement dans la fonction publique. Vous voulez faire Moi, je voudrais travailler au ministère de l'économie. Ah d'accord. C'est-à-dire, c'est l'économie qui vous intéresse et vous aimeriez être à Bercy au cœur de ce réacteur-là. Exactement. D'accord. Vous voulez pas être préfet, vous voulez pas être vous, c'est Bercy. Moi, c'est Bercy et certains veulent être préfets. Enfin, la chance des élèves qui sont à l'ENA, c'est que la fonction publique offre des carrières très diversifiées. Vous voulez faire de la politique après? Non, surtout pas. C'est pas votre truc? C'est le truc de 1% des élèves de l'ENA. Si on prend tous les élèves qui sont sortis de l'école depuis 45, il y a à peu près 1% qui font de la politique. Évidemment, ce sont ceux dont on parle le plus. Mais l'ENA est une école qui forme des fonctionnaires qui sont les rouages, si vous voulez, de la mécanique de l'État, mais pas a priori des hommes politiques. Voilà, il fallait que ça soit dit, Roy, tous les énarques ne deviennent pas des hommes politiques, c'est une idée reçue et ça n'est pas vrai. Merci d'avoir apporté votre témoignage, merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 et nous recommençons bien sûr ce dialogue à partir de 13h10 lundi sur l'antenne d'Europe 1.